Quand l'État d'Israël n'existait pas, il y avait déjà la Palestine, une province de l'Empire ottoman, avec ses villes animées, ses mosquées, ses églises et ses synagogues. Puisque la Palestine était peuplée à environ 80% de musulmans, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Une terre vivante où les communautés vivaient côte à côte comme une utopie, avec leurs coutumes et leurs langues. Et d'ailleurs, à cette époque, les Juifs vivaient relativement bien en Palestine par rapport au reste du monde. Car depuis le début de l'histoire, peu de peuples ont été autant persécutés que le peuple juif. Que ce soit en France, en Espagne, en Pologne ou en Russie, les Juifs ont été chassés, discriminés, massacrés. Et au 19e siècle, les persécutions en Europe s'intensifient. Beaucoup de Juifs commencent à fuir vers la Palestine pour se réfugier. Et ce n'est pas un choix anodin. Selon la tradition juive, cette terre leur a été promise il y a 3000 ans dans les textes hébraïques. Et de cette aspiration va naître un mouvement politique et religieux, le sionisme. Petit point définition, le sionisme est une idéologie qui défend l'idée que le peuple juif doit avoir sa propre nation. Et ce mouvement va être porté par Theodor Herzl qui organise le premier congrès sioniste à Bâle en 1897 pour préparer la création d'un État juif. Au début, la Palestine n'est pas le seul endroit envisagé. On parle de l'Argentine et plus tard l'Angleterre propose même l'Ouganda qui était une colonie britannique à l'époque. Mais les sionistes refusent et ils n'ont de yeux que pour la Palestine, cette terre considérée comme sacrée par les juifs. Theodor Herzl se rend lui-même auprès du sultan ottoman pour négocier la création d'un État juif en Palestine. Le sultan accepte l'idée que les juifs s'y installent, mais à condition qu'ils restent sous la bannière ottomane. Évidemment, ce n'est pas ce que veut Herzl, ce n'est pas ce que veulent les sionistes. Après ce refus, les années passent et rien n'avance comme prévu pour les sionistes. Mais pendant ce temps, les persécutions continuent, notamment en Russie, où les pogroms se multiplient envers les juifs. En 1905 commence alors une grande vague d'immigration, la deuxième Aliyah. Plus de 50 000 juifs ashkénazes vont fuir la Russie et l'Ukraine pour s'installer en Palestine. Et c'est à ce moment précis qu'ils vont fonder la ville de Tel Aviv, en s'organisant en communautés autonomes, en achetant des terres et des fermes afin de devenir rapidement autosuffisants et de vivre en paix avec leurs propres règles. Et pendant 10 ans, la situation va rester figée, tout se passait bien pour les juifs de Tel Aviv, jusqu'à ce qu'un événement mondial vienne tout bouleverser. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Un conflit inédit tant par sa violence que par le nombre de pays impliqués, plus de 100 millions de soldats mobilisés et plus de 70 nations concernées. L'Empire ottoman s'invite à la danse en rejoignant les empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Face à eux, les alliés, le camp de la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Italie et les États-Unis. La Palestine, qui est une province ottomane, se retrouve donc dans le camp adverse du Royaume-Uni, ennemi principal de l'Empire ottoman. Et contre toute attente, l'armée ottomane résiste bien sur plusieurs fronts. Les Britanniques ont du mal à gagner du terrain et ils comprennent qu'ils vont devoir changer de stratégie. Au lieu d'attaquer uniquement par la force, ils vont affaiblir l'empire de l'intérieur. L'Empire ottoman est vaste, composé de peuples différents avec des religions différentes, et parmi eux, certains rêvent d'indépendance depuis très longtemps. Ils promettent à Hussein, le shérif de la Mecque, un grand royaume arabe s'il se révolte contre les Ottomans. La stratégie de diviser l'Empire ottoman va très bien fonctionner, et des Arabes vont rejoindre l'Empire britannique et se soulever contre l'Empire ottoman, mené par des figures comme Laurence d'Arabie pour ne citer que lui. Mais malgré que le Royaume-Uni a trouvé la faille, ils ont quand même un problème majeur. La guerre, ça coûte cher, et l'argent commence à manquer dans les caisses. Mais pas de panique, c'est là qu'entre en scène Lionel Walter Rothschild, un banquier influent et fervent adepte du sionisme. Il propose un marché simple. Si le royaume britannique soutient politiquement l'idée d'un foyer juif en Palestine, la communauté juive internationale aidera l'effort de guerre britannique. En gros, la communauté sioniste est prête à signer un très beau chèque si l'Empire britannique soutient le projet sioniste en Palestine. Et le 2 novembre 1917, Arthur Balfour, secrétaire britannique aux affaires étrangères, adresse à Lionel Rothschild une lettre devenue tristement célèbre, la Déclaration de Balfour. Elle affirme que le gouvernement britannique voit favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. C'est une grande victoire pour les sionistes. En 1918, la guerre se termine. Pendant qu'à Paris on fête la victoire, l'Empire ottoman s'effondre et ses provinces sont partagées entre les vainqueurs. La France prend le Liban et la Syrie, tandis que le Royaume-Uni prend l'Irak, la Transjordanie
et la Palestine. Malgré l'opposition de 600 000 musulmans vivant alors en Palestine, l'immigration juive s'accélère fortement dans les années 1920 et 1930. En seulement 20 ans, c'est plus de 200 000 nouveaux juifs qui s'installent sur cette terre que beaucoup d'entre eux considèrent comme l'Eldorado hébraïque. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant. À partir de 1935, la situation en Europe bascule brutalement. Les lois de Nuremberg en Allemagne officialisent l'antisémitisme. L'idéologie fasciste et nazie se propage partout en Europe. Face à la montée des persécutions de plus en plus féroces, énormément de juifs vont aller chercher refuge en Palestine, assez logiquement. Et ce n'est que le début des histoires. Le 1er septembre 1939, le moustachu envahit la Pologne, ce qui va déclencher le conflit le plus meurtrier de l'histoire moderne. Pendant cette guerre, les nazis s'attaquent à ceux qu'ils considèrent comme indésirables, homosexuels, handicapés, opposants politiques et évidemment les juifs. Et c'est 6 millions d'innocents qui vont mourir dans ce qu'on appelle la solution finale, un génocide planifié et systématique. Et cette tragédie va renforcer l'idée pour beaucoup de juifs qu'il leur faut un État à eux, un État où ils peuvent vivre en sécurité. Et c'est dans cette logique que les départs vers la Palestine augmentent et que les tensions avec la population arabe s'intensifient. Dans ce climat explosif entre arabes et juifs, apparaissent des nouveaux groupes sionistes radicaux. Parmi eux, le Lehi, une organisation paramilitaire d'extrême droite prônant la création d'un grand Israël, notamment évoqué par Benjamin Netanyahou récemment. Le Lehi, mais aussi d'autres milices comme l'Irgun, vont mener des attentats contre des cibles britanniques et arabes. Et le Lehi assassinera même le mandataire qui était en charge de faire signer le plan de partage de l'ONU entre Israël et la Palestine. Malgré le chaos de la Première Guerre mondiale, les sionistes ne perdent pas de vue leur objectif. Et un homme en particulier va jouer un rôle central, David Ben Gourion. Il lance le projet 1 million. Comme son nom l'indique, il veut faire immigrer 1 million de juifs en Palestine afin de créer un rapport de force démographique qui rendrait inévitable la création d'un État juif après le génocide. En 1947, la situation devient explosive. La Palestine est toujours sous mandat britannique, mais l'Angleterre est épuisée par la guerre et elle veut se désengager. La Palestine est donc confiée à l'ONU, qui vient tout juste de voir le jour, et qui va proposer un plan de partage. Un État juif au nord, un État arabe au sud et Jérusalem sous contrôle international. La communauté juive de Palestine accepte le plan, la communauté arabe de Palestine le rejette catégoriquement. Et pour cause, à cette époque, la Palestine comptait environ 1 300 000 arabes pour seulement 600 000 juifs, donc 2 fois plus. Et pourtant, le plan prévoyait de donner 55% du territoire à l'État juif. Sans oublier qu'il s'agissait à la base de terres habitées par des Palestiniens arabes. Le partage est jugé profondément injuste et disproportionné par les Arabes qui voient cette décision comme une spoliation et un vol de leurs terres. Les mois qui suivent sont marqués par des violences et des affrontements entre les communautés, mais rien n'est officiel et rien n'est signé. Jusqu'au 14 mai 1948, על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. Un doux matin, ce jour-là, David Ben Gourion proclame tout seul, comme un grand garçon, la naissance de l'État d'Israël, sans l'accord des pays arabes, sans accord conclu avec les Palestiniens vivant sur place, sans accord conclu avec l'ONU. La réaction est immédiate. Le lendemain, plusieurs armées arabes entrent en guerre contre le nouvel État. C'est le début du premier conflit israélo-arabe. Ça marque également le début de l'État d'Israël et aussi la fin de la Palestine. C'était la première partie de l'histoire complète d'Israël-Palestine. Dans la deuxième partie, on verra comment cette guerre a redessiné la carte, provoqué l'exode de centaines de milliers de Palestiniens et comment de 1948 à 2025, le conflit n'a cessé de s'embraser. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, c'est ma première vidéo long format, je suis ouvert à toutes les critiques et je t'invite à la partager car l'algorithme ne la mettra sûrement pas en avant. Tu peux nous rejoindre sur TikTok et sur Instagram, en tout cas n'hésite pas à lâcher un like, ça nous aide énormément.